Aujourd'hui, nous allons parler de photographie. Nous allons parler de l'aspect technique, la manipulation de l'appareil photo, tous les conseils utiles pour pouvoir bien régler votre appareil photo. Premièrement, nous parlerons des paramètres d'exposition. Nous allons devoir connaître les paramètres d'exposition sur l'appareil photo. Après, nous parlerons de cadrage, de composition et un peu de retouche. Tous les appareils photo qui existent aujourd'hui ont en leur sein, dans leur réglage, 3 paramètres. Et ces 3 paramètres sont l'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Et ces 3 paramètres sont des paramètres qui permettent de contrôler l'exposition de l'image. Une image bien éclairée donne une belle photo. Parlons maintenant de ces 3 paramètres essentiels qui figurent sur tous les appareils photo qui puissent exister jusqu'à ce jour. Nous commencerons par parler de l'ISO. L'ISO, c'est la sensibilité de votre appareil photo à la lumière. Cette sensibilité est réglable sur l'appareil photo. On a des sensibilités qui vont de 100 ISO à, je crois, 64 000 ISO. Plus le chiffre est bas et moins l'appareil sera sensible à la lumière. Exemple, si vous réglez le paramètre ISO sur 100 et que vous faites une photo, la photo sera un peu plus sombre. Et si vous avez les ISO sur 2000 ou sur 3000, la photo sera plus éclairée, plus claire. Donc l'appareil sera plus sensible à la lumière. Du coup, il va éclairer la photo que vous allez prendre. Évidemment, les ISO, c'est en fonction de l'endroit et du temps qu'il fait dans l'endroit qu'on paramètre les ISO. Si vous devez faire une photo, par exemple, en pleine journée, dehors, l'ISO conseillé est de 400. De 400 jusqu'à inférieur à 400. Donc, vous pourrez utiliser 320, vous pourrez utiliser 200 et même si votre appareil va jusqu'à 100 ISO, vous pourrez utiliser 100 ISO. Donc, le conseil est que quand vous êtes dehors et qu'il fait beau, vous pouvez utiliser 400 ISO, 300 ISO, souvent c'est 320 ISO, voilà, il n'y a pas 300 ISO, il y a 320 ISO ou même 200 ISO. 200 ISO, je vous le conseillerais quand vraiment l'endroit est très ensoleillé. Par exemple, à midi pile, vous êtes dehors, l'endroit est super éclairé par le soleil. Et là, vous pourrez utiliser 100 ISO comme 200 ISO. Et comme je disais tout à l'heure, il y a 3 réglages qui nous permettent de contrôler l'exposition de notre image, de contrôler la lumière de notre photo. Donc, nous n'allons pas rester seulement sur les ISO. On va passer au deuxième réglage de ce groupe de 3. On va passer au deuxième réglage de ce groupe. Le deuxième réglage, c'est l'ouverture, appelée aussi temps de pause. L'ouverture s'écrit de cette manière sur la plupart des appareils photo. F plus un nombre. Exemple, F11, F8, F2.8. L'ouverture, c'est la quantité de lumière qui entre dans votre appareil photo. La quantité de lumière que vous laissez entrer dans votre appareil photo. Donc, nous avons parlé de comment s'écrit, comment s'affiche l'ouverture dans votre appareil. Et à la base, l'ouverture s'écrit en fractions. À la base. Mais sur les appareils modernes maintenant, vous verrez les F plus le nombre. Mais en réalité, F11, F plus le nombre est égal à 1 divisé par le nombre. Je dirais, exemple, F11 s'écrit en réalité 1 divisé par 11. F4 s'écrit en réalité 1 divisé par 4. Quand vous divisez par exemple, 1 par 4, vous obtenez, quand vous divisez 1 par 4, vous obtenez un résultat. Et quand vous divisez 1 par 16, vous obtenez un autre résultat. Et le constat que nous faisons, c'est que 1 divisé par 4 est plus grand que 1 divisé par 16. Donc, si vous avez une ouverture de 1 sur 4 qui est équivalent dans son écriture moderne à F4, votre ouverture est grande. Si vous avez 1 sur 16 qui est équivalent dans l'écriture sur les appareils modernes à F16, votre ouverture est petite. Et de ces deux comportements, il y a un effet. Plus l'ouverture est grande, plus l'appareil laissera entrer beaucoup de lumière. Plus l'ouverture
l'ouverture est petite et moins l'appareil laissera entrer de lumière. Donc, à 1 divisé par 4, à 1/4 d'ouverture, on n'aura pas la même quantité que à 1/16e d'ouverture. Parce que 1 divisé par 4, ça fait un chiffre plus grand et 1 divisé par 16, ça fait un chiffre plus petit. Donc, à 1/16 ou à F16, parce que 1/16 est équivalent à F16 dans l'écriture moderne. Donc, à F16 ou à 1/16, le résultat que vous allez obtenir, c'est un chiffre qui est petit. Et 1/16, vous laisserez entrer moins de lumière. Mais à 1/4, où le résultat donne quelque chose qui est quand même considérable, qui est un peu grand que 1/16, ça veut dire que notre ouverture est grande. À 1/4, notre ouverture sera plus grande que à 1/16. Donc, à 1/4, par exemple, l'appareil photo laissera entrer beaucoup plus de lumière. Mais il y a un effet secondaire. L'effet secondaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est-à-dire quoi? Quand vous réglez votre appareil sur une grande ouverture, vous avez automatiquement une faible profondeur de champ. Et quand la profondeur de champ est faible, l'arrière-plan de votre photo devient un peu plus flou. Et c'est franchement joli à voir. Par exemple, pour les photographies de mariage, pour des photographies de shoot professionnels, de shoot de beauté, par exemple. Et plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande et plus l'arrière-plan est net et l'avant-plan aussi est net. Dans ce cas, la photo, elle est banale. Voilà, elle est banale. Imaginons, on vous fait une photo en pleine ville et tous ceux qui sont derrière vous dans la photo, même le bus qui est derrière, loin là-bas, il est net. Imaginons, c'est pas artistique, c'est pas intéressant, mais on va en pleine ville. Les gens qui sont derrière, ils sont flous et vous êtes net. Ça, c'est magnifique. Et l'ouverture est limitée par l'objectif. Il y a des objectifs aujourd'hui qui ouvrent à 2.8, qui vont jusqu'à 2.8, c'est-à-dire à 1 divisé par 2.8. Par contre, les objectifs standards qu'on vous vend avec vos appareils photo sont des ouvertures vraiment de bas de gamme. C'est des ouvertures qui plafonnent généralement à 5.6, c'est-à-dire à 1/5.6, ce qui s'écrit aussi à f5.6. Donc, quand vous avez un objectif qui plafonne à 5.6, à f5.6, ou à 1 divisé par 5,6, il est banal, il est sans style devant un objectif haut de gamme qui plafonne à 1,5, à 1,8 ou à 2,8. Et parce que ces objectifs-là, ils ont une ouverture plus grande. Et plus l'ouverture est grande, plus on a l'effet artistique de l'arrière-plan flou. Donc, si vous voulez tirer des photos vraiment plus artistiques, il faudra investir dans vos objectifs. Il faudra mettre de l'argent pour acheter un objectif haut de gamme. Il y en a plein et je pourrais vous conseiller à ce niveau. Vous pourrez faire de belles photos de mariage, de belles photos de cérémonie et faire des shoots professionnels. Le dernier élément de la liste des 3, c'est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est la durée d'exposition qui veut dire aussi l'intervalle de temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil photo laisse passer la lumière lors de la prise de vue. Quand vous faites une photo, il y a un temps pendant lequel l'appareil photo laisse passer la lumière. Et ce temps-là, il agit aussi sur l'éclairage de la photo. Et en plus d'agir sur l'éclairage de la photo, il agit aussi sur le flou de mouvement de la photo. Exemple, quelqu'un danse pendant un concert et vous prenez une photo, la personne est super nette pendant qu'elle est en train de danser. Là, c'est la vitesse d'obturation. Ou bien quelqu'un danse pendant un concert et quand vous prenez la photo, son pied est flou et son visage est net et son bras est un peu flou. C'est-à-dire que vous avez pris la photo, vous avez capté un peu de mouvement en même temps et tout ça. Tout ça, c'est la vitesse d'obturation. Mieux vous prenez conscience de savoir régler la vitesse d'obturation, mieux vous contrôlez la qualité de votre photo. Les vitesses d'obturation s'écrivent normalement 1 sur un nombre. C'est aussi une sorte de fraction, comme l'ouverture. On a des vitesses d'obturation de 1 sur 1000 secondes, des vitesses d'obturation de 1 sur 500 secondes, des vitesses d'obturation de 1 sur 250 secondes, des vitesses d'obturation de 1 sur 125 secondes jusqu'à descendre. Il y en a même supérieur même à 1 sur 1000 secondes. Donc, plus la vitesse d'obturation est, je dirais, 1 sur 1000 par exemple, c'est très bas. Donc,
Donc, plus la vitesse d'obturation est petite, plus la photo d'un sujet en mouvement sera nette, sera figée. Exemple, pendant un mouvement de danse, vous prenez la photo de quelqu'un qui est en train de danser. Si vous êtes à une vitesse d'obturation de 1 sur 1000 secondes, la photo de la personne sera nette. Sur tout l'ensemble de la photo, il sera fixe, figé dans son mouvement de danse. Mais si vous prenez la photo à 1 sur 30 secondes, le personnage sera flou parce que vous aurez capté un peu de mouvement. Son bras peut être un peu flou, son pied peut être un peu flou. Donc c'est important de savoir manipuler la vitesse d'obturation. À vous de régler une faible vitesse pour des gens en mouvement et une grande vitesse pour des gens qui prennent le temps pour faire la pause comme des mannequins. Exemple, vous avez des gens qui prennent la pause et qui attendent que vous déclenchez votre appareil photo. Pour ceux-là, vous pouvez utiliser une vitesse d'obturation de 1 sur 100, de 1 sur 50, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il y a un effet secondaire. Plus la vitesse d'obturation est grande, plus l'appareil photo laisse entrer de la lumière. Donc, la vitesse d'obturation agit aussi sur la lumière qui entre dans l'appareil photo. Donc, nous avons dit au début de ce cours que la lumière, les réglages de la lumière sur l'appareil photo concernent 3 paramètres. Nous avons d'abord abordé l'ISO. Ensuite, nous avons abordé l'ouverture. Et c'est l'ouverture qui nous permettait de faire des histoires de flou, d'arrière-plan, pour faire de très belles photos. Et nous avons finalement, et en dernière position, abordé la vitesse d'obturation qui, elle, nous permet de faire des photos, par exemple, de quelqu'un qui est en mouvement, mais de figer cette personne dans son mouvement. Exemple, des concerts, des manifestations. C'est grâce à la vitesse d'obturation qu'on arrive à figer le sujet. Les mauvais côtés de l'ISO. Plus l'ISO est élevé, plus la photo se dégrade. Exemple, si vous faites une photo avec 6000 ISO, vous allez voir que sur la photo, il y a du grain, il y a des pointillés, il y a des grains comme des grains de sable qui détériorent la photo, qui font que la photo n'est pas nette. Quand vous zoomez, c'est brumeux, il y a du brouillard sur la photo. Ce n'est pas intéressant. Et ça, c'est l'inconvénient d'un ISO élevé. Donc, c'est pourquoi il est conseillé pour ceux qui font de la photographie et de la vidéo de se plafonner à l'ISO 1250. Souvent, les gens aiment augmenter l'ISO quand ils n'ont pas beaucoup de lumière qui entre. Par exemple, quand vous faites une photo dans une salle qui est mal éclairée, qui est sous-éclairée, le premier réflexe serait d'augmenter l'ISO pour que l'appareil soit plus sensible à la lumière, pour avoir un peu plus de lumière quand vous allez prendre la photo. Sachez aussi que plus vous augmentez l'ISO et plus vous dégradez la qualité de la photographie. Donc, méfiez-vous de dépasser les 1250 ISO. Toujours être en dessous de cela, même dans les endroits sous-éclairés. Et je préconise que dans ces endroits sous-éclairés, vous fassiez généralement de l'éclairage artificiel. Exemple, un flash Estel ou des lampes Estel branchées éclairer le sujet, comme dans les photographies de studio. Cela vous évitera de monter en ISO pour dégrader la photo. J'ai expliqué précédemment comment est réglé chaque élément en parlant de l'ISO, comment est réglé l'ouverture et comment est réglée la vitesse d'obturation, comment les déchiffrer, comment les analyser, comment les comprendre et s'en servir. D'accord. Sortons maintenant des réglages de l'appareil photo. Venons au cadrage. Le cadrage, en réalité, c'est de définir les limites de ce qui doit être vu. Donc, c'est vous qui cadrez. Et dans le cadrage, il y a les lignes de force. Les lignes de force, c'est des lignes qui divisent votre cadre en 3, sur la largeur et sur la hauteur. Exemple, sur cette image, vous voyez les lignes de force. Quand votre sujet ou quand ce que vous voulez représenter dans votre photo est sur l'une des lignes de force, votre photo, dès le départ, elle est bien cadrée. Donc, on a la règle des tiers. La règle des tiers, elle s'appuie aussi sur les lignes de force. La règle des tiers veut dire que un tiers de votre cadre doit être occupé par votre sujet. Imaginons, vous prenez la photo d'une personne qui marche. Quand vous cadrez cette personne, les lignes de
quelquefois ce que nous avons vu sur cette figure, vous les imaginez. Il y a des appareils photo qui permettent de voir ces lignes-là directement. Mais quand vous ne pouvez pas les voir, vous les imaginez dans votre tête de sorte à cadrer la personne pour qu'il puisse occuper les 1/3 du cadre pour que la photo soit mieux lue par l'œil, pour que la photo plaise aux gens qui vont la regarder. Il y a le cadrage du sujet. Le cadrage du sujet, il y a différentes valeurs de cadrage du sujet. Il y a les gros plans, les plans rapprochés épaules, les plans rapprochés poitrine, les plans moyens, les plans américains, les plans d'ensemble et les plans de grand ensemble. Cette figure la démontre parfaitement. Vous pourrez vous faire une idée de ces différentes valeurs de plans. Il y a aussi le fait, quand vous cadrez, de savoir couper les gens. On ne coupe pas les gens sur les articulations. Par exemple, couper quelqu'un sur le coude, ça se fait pas. Pas sur le coude, pas sur le poignet, pas sur le cou. On coupe avant les articulations ou après les articulations. Nous parlons maintenant de la courbe d'exposition. La courbe d'exposition, c'est la courbe qui est appelée aussi histogramme que vous pouvez voir sur votre appareil photo. Il y a une manière de l'afficher quand vous prenez la photo ou même avant de prendre la photo. Grâce à la courbe d'exposition, vous analysez mieux votre photo. Vous savez si la photo est très lumineuse ou si la photo est bien représentée en termes de pixels, en termes d'occupation. Donc, quand une photo est bien éclairée, vous avez une courbe qui ressemble à une montagne. C'est-à-dire, elle commence au bas, elle monte et elle redescend. Ça, c'est la courbe d'une photo bien éclairée. Quand vous regardez vos photos pendant le shoot, vous devez tout faire pour vous rapprocher plus ou moins d'une courbe qui ressemble à une montagne pour que la photo ne soit pas déséquilibrée. Mais il y a des photos, par exemple, qui sont déséquilibrées où la courbe ne ressemble pas à une montagne, où la courbe peut être fait exprès, la courbe peut être une pente descendante depuis le début, où la courbe peut ne pas du tout ressembler vraiment à une montagne. Ça, c'est dans les effets artistiques et dans les possibilités de l'endroit où nous faisons la photo. Imaginons, vous faites une photo de quelqu'un qui allume une bougie dans le noir. Vous ne pourrez pas avoir une courbe de montagne dans votre histogramme. Vous aurez dans votre histogramme, sur le côté gauche qui représente les pixels noirs, plus de pixels, et sur le côté droit qui représente les pixels clairs, moins de pixels. Donc, à vous de savoir analyser cette courbe et en tirer parti pour faire de belles photos. Les avantages d'une bonne photo, c'est le boîtier. Le boîtier, c'est l'appareil photo lui-même. Si vous avez un appareil photo professionnel ou semi-professionnel, si vous avez un objectif haut de gamme et si vous savez régler la lumière, c'est-à-dire l'éclairage sur votre appareil photo, vous ferez de belles photos. Et si vous savez aussi cadrer votre sujet, vous ferez de belles photos. Mais si vous avez un appareil photo bas de gamme, un objectif standard, vous ne savez pas cadrer, vous ne savez pas régler convenablement l'appareil photo, vous ne comprenez rien au réglage de l'appareil photo, vous ne saurez pas faire de belles photos. C'est si simple que ça. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a de connaître les réglages de l'appareil photo, il y a d'investir dans du bon matériel et il y a le fait de cadrer des personnes, de bien les cadrer et de faire des photos dans des espaces gais, de faire des photos dans des espaces qui se prêtent au jeu. Il y a maintenant dans l'appareil photo les types de fichiers. À la base, comme vous ne connaissez pas, que vous êtes amateur, vous faites les photos en JPEG. Le JPEG, c'est un type de fichier d'image. Mais un photographe professionnel ou qui est en train de se professionnaliser fera des photos en RAW. Je vous montre ici le réglage pour régler votre appareil photo sur le RAW. Par exemple, si vous avez un appareil photo Canon, voilà comment ça se passe. Le RAW va vous permettre de pouvoir retoucher la photo convenablement et avec plus de possibilités. D'abord, quand vous allez l'ouvrir sur Photoshop ou bien l'ouvrir sur Lightroom, vous pourrez régler avec plus de possibilités et plus de qualité la lumière sur votre photo. Même si la photo était déjà prise, vous pourrez retoucher la lumière sans dégrader la photo et retoucher les couleurs sans dégrader la photo. Mais quand une photo est en JPEG dès le départ, les
pixels sont déjà bloqués, sont déjà à un niveau de saturation. C'est-à-dire l'image même est déjà à un niveau où on ne peut aller en arrière. On peut la retoucher, mais on est limité au niveau de la qualité qui est possible d'atteindre. Avec le type de fichier RAW, vous pouvez atteindre de meilleures qualités dans vos retouches photos. Vos photos seront comme des photos d'un professionnel, des photos de quelqu'un qui est dans le métier, de quelqu'un qui a vraiment eu de l'expérience dans le métier. Donc, je vous conseille de régler votre appareil sur le type de fichier RAW au lieu de JPEG. Mais pour les gens qui ont une grande carte mémoire, ils peuvent faire les deux. Ils peuvent faire la photo en RAW et aussi la photo en JPEG à la fois. Quand vous prenez une photo, la photo s'affiche en RAW. Quand vous branchez votre carte mémoire sur l'ordinateur, la photo s'affiche en JPEG et en RAW. Du coup, quand vous devez montrer la photo au client rapidement, vous pouvez lui montrer la photo qui est en JPEG. Parce que le RAW n'est pas directement visible quand on le met à l'ordinateur. Parce qu'il doit passer d'abord par un niveau de conversion. Il doit passer par Photoshop, par les logiciels, avant de pouvoir mieux le regarder. Il y a certains ordinateurs performants qui permettent de regarder directement le RAW. Mais imaginons, vous avez fait des photos d'un client et il dit, bon, avant que vous n'entriez dans votre studio, avant que vous ne repartiez d'où vous êtes venu, il aimerait avoir aussi une copie des photos. C'est en ce moment-là que vous voyez que faire les photos directement en JPEG et en même temps en RAW serait l'idéal. Donc là, je vous montre comment régler votre appareil photo sur le JPEG et aussi sur le RAW en même temps pour que vous ayez en une prise deux qualités de photos disponibles dans votre carte mémoire. Pour résumer ce cours, je dirais que la technique dans la photographie, c'est la connaissance des paramètres d'exposition. Les 3 paramètres dont nous avons parlé précédemment. Et aussi maîtriser le cadrage, se rendre maître de votre cadrage, maîtriser ce qui est dans votre cadre, le contenu de votre cadre, qu'on appelle la composition, et puis avoir un niveau acceptable en termes de retouche photo, savoir retoucher de manière acceptable les photos, où vous vous sentez un peu à l'aise avec les logiciels de retouche photo pour pouvoir sublimer vos photos. Ok, c'était Logan Série pour votre cours photographie. Aujourd'hui, nous avons parlé des réglages de votre boîtier et nous avons eu à parler de votre cadre. Pour les cours de retouche photo, ça sera dans une autre vidéo. À bientôt.